Un instant avant qu'on démarre. Voilà, on démarre. Donc, qu'est-ce qu'une UX performante? Pour en parler, ce que je voudrais dire peut-être en message d'introduction, c'est que évidemment, naturellement, on se dit qu'une UX performance, c'est quelque chose qui va avoir un effet positif sur des indicateurs business. C'est tout à fait vrai, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que on va étendre la notion de business dans cette présentation parce que finalement, la nature de l'expérience utilisateur, c'est qu'elle est globale et que si je devais caricaturer, l'utilisateur ne s'intéresse pas forcément uniquement à votre chiffre d'affaires, mais à beaucoup d'autres choses. En tout cas, il a une vision beaucoup plus holistique de ce qu'il vit avec votre marque ou avec votre organisation. Et c'est ça aussi qui permet de voir l'UX performante un peu différemment qu'à travers le seul régime de chiffres d'activité. Alors voilà, je ne dois pas trop en dévoiler évidemment, parce que sinon c'est toute la présentation qui y passe, mais c'est ce message clé finalement qui j'espère va vous intéresser et qui nous a animés, nous, à faire cette présentation, en commençant par s'armer de quelques définitions, puis on va se mettre d'accord ensemble sur le fait de pouvoir associer UX et performance alors vous vous doutez que la réponse est positive, puisque dans un troisième temps, on va regarder justement différentes typologies de performance. Donc, on va, comme je le disais, ouvrir le sujet en se disant on est à la fois dans le business et dans une version étendue du business, donc différents indicateurs. Et enfin, on vous proposera une conclusion. Alors, je garde la main quelques instants pour la première définition, qui est celle de la performance. La performance, c'est quelque chose qui est assez simple, c'est un classique, hein, c'est un résultat remarquable, qu'il soit chiffré ou non. Alors, le parallèle avec le sport nous aide à nous mettre d'accord sur cette définition, puisqu'on a à la fois effectivement des résultats remarquables, comme ce très beau 800 mètres, qui est chiffré, donc c'est comme ça qu'on sait que le résultat est remarquable à travers le chiffre, mais on va également avoir des performances sportives non chiffrées, comme l'ouverture d'une nouvelle voie en alpinisme. Et là encore, on voit bien qu'il s'agit d'un résultat remarquable. Donc voilà pour la définition de la performance. Qu'en est-il maintenant de l'UX? Grégoire, c'est à toi. Et donc, l'expérience utilisateur, c'est probablement pas quelque chose de nouveau, mais voilà, ça permet de repartir de la même ligne. C'est à la fois les réponses et les perceptions qu'on a en tant qu'utilisateur de l'usage d'un produit, d'un service. Et donc, la manière dont, en général, elle va être construite et le résultat dont elle va être le fruit, c'est cette combinaison entre des objectifs business, des besoins utilisateurs et un périmètre technique ou technologique finalement du champ des possibles de ce qu'on peut construire pour répondre à ce besoin utilisateur tout en complétant nos objectifs business. La manière ensuite dont on va la mesurer, bah forcément, elle correspond à ces deux pans, donc à la fois pragmatique dans les réponses qu'on va donner aux besoins utilisateurs et plus émotionnel dans la perception. Donc on voit qu'on a cette pyramide de Maslow finalement qui commence par la satisfaction avec des notions d'utilité, d'utilisabilité, etc. Ensuite, on va avoir des enjeux plus liés à la perception et donc aux émotions aussi qu'on va générer sur de la désirabilité, la crédibilité, donc aussi des notions évidemment liées à la marque. Et pour certains produits, services, on a aussi cette notion d'engagement, donc la notion d'investissement et potentiellement de réengagement par la suite. Alors, oui. Et donc, voilà, la question à 1 million d'euros, c'est peut-on les associer? Alors, vous vous doutez bien que si on fait cette présentation, c'est qu'on pense haut et fort que oui, on peut associer UX et performance ou avoir une UX performante. Mais en fait, on s'est même posé la question dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on pense qu'on ne peut pas s'en passer, c'est-à-dire que c'est un indispensable. Et c'est indispensable. Il vient, comme je vous le disais en introduction, de la nature globale de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si on limite l'impact que vous allez avoir dans vos travaux du X-Design ou de recherche utilisateur, ou même d'écoute d'utilisateur que vous pourrez faire euh, un peu instinctivement, sans forcément avoir une démarche très programmée, si on se limite à des indicateurs d'activité, plus de souscriptions, plus de chiffre d'affaires, des gens qui s'inscrivent dans un programme de fidélité, on,
on va regarder, on va relimiter en fait le champ de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de l'UX, puisque par essence, l'expérience utilisateur, l'utilisateur, lui, va voir, d'abord, il s'intéresse finalement assez peu à votre chiffre d'affaires, donc à part le fait qu'il vous donne de l'argent, mais sinon, c'est un tout petit bout de ce qu'il vit avec vous. Il va avoir des perceptions qui sont beaucoup plus larges, qui vont être sa propre satisfaction, évidemment, qui vont être effectivement l'argent qu'il vous confie, euh, sa perception de la marque, donc par essence, il va y avoir un impact sur la marque, sa perception de ce que vous faites à un niveau sociétal, si il voit en sortant d'un restaurant des poubelles non triées dehors, ça peut être, voilà, ça peut faire partie de ce qu'il va considérer à un moment. Et puis enfin, il y a un aspect alors qui est peut-être moins du ressort de son expérience, mais qui va vous intéresser, c'est la productivité. C'est-à-dire que, on va en reparler dans quelques instants, mais c'est l'idée que finalement, en travaillant sur l'expérience utilisateur, vous pouvez aussi gagner vous-même du temps dans le travail que vous faites. Alors, pour parler de ces 5 dimensions qu'on a identifiées, donc pour ouvrir la performance UX, je vais repasser la main à Grégoire, hein, qui va nous donner à la fois des définitions, des exemples et des chiffres. Et donc, on va regarder effectivement ces 5 types d'évaluation de la performance dans le champ de l'UX. Le premier étant probablement le plus naturel, on va dire, qui est l'expérience satisfaisante d'un utilisateur. Le point pour nous qui est clé là-dedans, c'est que finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est devenu une clé pour une marque de la même manière que le produit, le prix, donc des choses, on va dire, traditionnelles et historiques dans la construction d'une marque. L'expérience utilisateur est aujourd'hui un facteur différenciateur qui va permettre de faire pencher la balance. On sait que 94% des facteurs qui affectent la première impression d'un produit par un utilisateur sont liés au design, au sens on va dire, anglo-saxon du terme, donc pas uniquement la partie visuelle, mais vraiment toute la partie voilà, architecture, expérience qu'on va avoir avec le service. On a remis aussi une citation assez connue de Joe Gebbia, donc un des fondateurs d'Airbnb, qui explique justement que c'est au moment où ils ont commencé à comprendre les clés de leur expérience utilisateur à eux qu'ils ont réussi à avoir de la satisfaction, donc, notamment sur toute la partie confiance, et donc à générer ensuite du business. Donc voilà, retenir, je pense, c'est le fait qu'aujourd'hui, une expérience satisfaisante soit un critère différenciant sur lequel on peut construire une marque. Et on voit que c'est très souvent le cas dans des nouvelles marques qui émergent. La concurrence, forcément, elle va proposer aussi aujourd'hui des expériences utilisateurs qui sont de plus en plus différenciantes, qui sont de plus en plus satisfaisantes, etc. Donc, forcément, ça génère une concurrence qui est exacerbée sur ce point-là. Et il est évidemment nécessaire de mesurer de manière constante et globale cette satisfaction pour être capable de l'améliorer et d'avoir voilà, une amélioration continue par rapport à ça. Donc très rapidement, si on regarde des exemples de mesures, on a effectivement des choses très connues, donc avec les NPS, le SUS, etc. On peut regarder aussi l'exemple de Leroy Merlin juste après, sur donc des tests utilisateurs à distance qu'on a fait ensemble, notamment sur leur application mobile, où alors le premier test, ça remonte un petit peu maintenant qu'on avait fait avec eux. Ils avaient une satisfaction de 2,8 sur 5 sur l'étude qu'on avait fait. Et aujourd'hui, on a toujours été sur des niveaux de satisfaction entre 4 et 4,5 sur 5. Voilà, on voit que ils ont beaucoup travaillé ce facteur-là. Et je pense qu'ils ont eu raison parce qu'on voit aujourd'hui aussi qu'ils sont sur un secteur qui est de plus en plus concurrentiel, sur lequel la satisfaction utilisateur est évidemment clé. Le deuxième facteur d'évaluation, comme Thibaut en parlait un petit peu avant, c'est effectivement la partie business. Le fait, grâce à une expérience utilisateur, d'être capable de générer soit du business en plus, soit un nouveau business, donc cette fameuse nouvelle voie en alpinisme aussi qu'on va être capable d'ouvrir. Et l'exemple qu'on vous a pris ici, c'est plutôt l'exemple de la nouvelle voie, puisque c'est L'Oréal
qui aujourd'hui développe en fait beaucoup de services autour des produits des différentes marques. Donc ça va être de la consultation en ligne pour savoir quel est l'état de sa peau, tester du maquillage, avoir une évaluation du shampoing qui nous correspond, etc. Tout un tas de services qui vont développer avec du coup, un travail important sur l'expérience utilisateur via ces services. Et ça, aujourd'hui, ça permet de multiplier des taux de conversion par 3 et d'avoir un temps passé aussi sur les différents sites de marque qui est bien plus conséquent, avec donc, notamment cette notion d'engagement et de réengagement qui est générée par l'expérience utilisateur et qui permet de générer du business. Le troisième élément qui est peut-être pas le plus naturel pour le coup, mais qui nous semble vraiment nécessaire de rappeler, c'est les gains de productivité extrêmement conséquents d'une expérience utilisateur qui va être performante, notamment de la partie recherche, donc de toute la partie écoute utilisateur, recherche qui va permettre de finalement principalement faire ressortir les bons problèmes. Donc, faire ressortir les bons problèmes, c'est en général ce qui va permettre de prendre des bonnes décisions, donc d'avoir une vue claire de où est-ce que les efforts doivent être mis, où est-ce qu'on doit apporter des correctifs, etc. Donc ça, on voit que ça peut apporter 40% ça peut générer un bénéfice jusqu'à 40% de l'effort de développement et 80% des correctifs imprévus, tout simplement parce qu'on va passer beaucoup moins de temps à faire et défaire. Et donc, on a notamment créé un simulateur de gain de productivité basé sur ces chiffres-là qui vous permet d'évaluer selon l'effort de recherche que vous allez mettre, quels sont les gains potentiels en termes de productivité. Donc, voilà, ça va permettre effectivement de faciliter les discussions importantes et en général d'avoir aussi une vision claire et de limiter un petit peu les débats, notamment au début de certains projets. Je veux bien que tu repasses sur le slide, Thibaut, s'il te plaît. C'est la question que j'avais. Je suis désolé, j'ai fait une manipulation qui n'était pas très heureuse. Pas grave. Donc, on disait effectivement faciliter les décisions importantes, de créer un modèle aussi commun, donc voilà, d'avoir une vision par exemple de persona ou d'archétype qui est partagée par toute l'équipe et d'avancer avec ça sans avoir des débats continus sur finalement des choses qui sont plus des croyances qu'un véritable savoir. Et donc voilà, d'apporter de la structure, de mettre de côté les émotions ou finalement les objectifs contradictoires naturels de différentes équipes qui vont travailler sur un projet en début de projet notamment. Et donc, si on passe au quatrième point d'évaluation, donc on va arriver sur la marque. Et comme on le disait en début de point sur la satisfaction, on voit aujourd'hui que l'expérience utilisateur, ce n'est pas uniquement quelque chose qui va permettre de satisfaire des clients, des utilisateurs existants, mais c'est aussi ce qui va finalement permettre d'en recruter de nouveaux. Et ça devient aujourd'hui le premier outil de recrutement, le premier outil marketing pour faire valoir votre marque. Donc effectivement, on voit que l'utilisateur satisfait, ça va générer des promoteurs, ça va aussi être un moyen de l'utiliser pour aller chercher des nouveaux utilisateurs. Donc ça va entraîner un point de vue global sur la marque qui est positif, avec de la recommandation, avec du réachat, etc. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de marques qui vont construire finalement leur réputation et leur marque sur cet élément-là principalement. Donc, si on regarde des exemples de marques qui travaillent beaucoup ce pan-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on n'est pas uniquement, on est à la fois sur du B2C et du B2B. Donc, si on regarde le slide suivant avec les exemples, on va voir notamment l'exemple de Conto, donc, qui est une néobanque qui travaille beaucoup l'expérience utilisateur à la fois parce que c'est ce qui, sur son segment de marché, va lui permettre de se différencier, d'aller chercher des nouveaux utilisateurs, etc.
avec derrière un gros travail pour avoir des avis utilisateurs et des notes qui sont très solides, notamment sur les stores, et qui va ensuite réutiliser ça comme campagne de recrutement sur les réseaux sociaux en utilisant les promoteurs pour générer des nouveaux utilisateurs qui, on va espérer, vont devenir eux-mêmes de nouveaux promoteurs. Et donc, on voit qu'on rentre finalement dans un cercle qui est vertueux si on arrive à connecter tous les points de l'expérience utilisateur et à les mettre en route ensemble. Le dernier élément qu'on va regarder et qui, finalement, dans la période est aussi probablement le plus intéressant. Donc, on n'a pas choisi cette présentation et cet axe par rapport à la période actuelle, mais il se trouve que la coïncidence nous permet de l'appuyer, qui est l'aspect sociétal et donc comment, à travers une expérience utilisateur, on va générer soit un comportement de consommation qui est responsable, soit finalement aussi générer un comportement tout court, parce que ce n'est pas uniquement lié à la consommation d'un produit ou d'un service qui est responsable. Et donc ça va passer par la gestion du design et la compréhension de l'influence qu'on a sur les comportements utilisateurs, donc notamment la gestion de ce qu'on appelle le hook dans le design web et de ces choses-là, le fait de respecter finalement l'utilisateur dans sa globalité, de partir du principe aussi qu'on est tous des consommateurs. Donc finalement, quand on crée une expérience, on se place aussi en tant qu'utilisateur et consommateur de cette expérience. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui montrent que globalement, alors, la prise de conscience est de plus en plus forte et les discours sont aussi en train de changer. Donc, on a mis notamment un exemple d'Adam Mosseri, donc, qui est le directeur d'Instagram, qui aujourd'hui dit qu'ils prendront des décisions qui peuvent faire du mal au business si ça aide le bien-être et la santé des gens. Évidemment, Instagram étant aussi pointé du doigt parce qu'on sait que beaucoup de personnes y passent beaucoup de temps. Donc voilà, on peut les croire ou non, mais en tout cas, ce que ça témoigne, c'est ce changement de discours notamment. Donc dans les concepts qui sont beaucoup liés à ça, il y a les notions d'accessibilité évidemment, et donc d'être capable de créer un design inclusif qui va être accessible à tous. Ça, c'est notamment extrêmement important quand on est sur des messages qui sont globaux. Donc, si on prend des exemples liés à la situation actuelle, quand Google ou Facebook va mettre en ligne des messages liés au Covid-19, évidemment, cette notion d'accessibilité est essentielle parce que le premier besoin, c'est comment est-ce qu'on va se faire comprendre par le plus grand nombre et comment est-ce qu'on va rendre accessible ce message au plus grand nombre. Deuxième élément, donc la gestion notamment du design de l'attention et l'inclusivité dans les choix aussi de design qu'on va faire ensuite. Si on regarde des exemples dans le slide suivant, on avait notamment mis ce que Apple fait notamment pour la gestion de son temps d'écran. Donc, c'est une fonctionnalité qui est relativement récente sur iOS. Avec justement cette gestion du temps d'écran, la possibilité au moins d'avoir une information sur le temps qu'on passe, de se mettre des limites, de gérer une limite qui est différente par rapport aux enfants, évidemment, parce qu'on sait qu'ils utilisent beaucoup les appareils de leurs parents. Donc voilà, on voit que globalement, la prise de conscience là-dessus est de plus en plus importante. Probablement, la crise actuelle a aussi poussé certaines marques, certains gestionnaires d'expérience à prendre conscience de cet aspect-là de manière un peu plus forte. On a écrit notamment un article sur notre blog récemment sur les effets psychologiques que ça peut avoir sur l'utilisateur, qu'une crise peut avoir sur les utilisateurs, et donc comment est-ce qu'on peut gérer ça dans l'expérience. Mais voilà, on se doute qu'on touche à des choses qui sont relativement sensibles, et donc voilà, ce n'est pas forcément le plus simple à mettre en place. Et il faut aussi se rendre compte que ces différents champs d'évaluation, ils peuvent parfois rentrer en opposition. Donc, il faut arriver à avoir une vision globale de tout ça pour les aligner.
et je rends la parole à Thibaut. Je te remercie. Pour conclure en 2 minutes, 2 slides, 2 minutes, ce que vous voyez, en tout cas, c'est vraiment ce qui nous a animés en travaillant sur ce sujet, c'est qu'on peut réellement construire un tableau de bord autour de cette notion de performance UX avec les 5 composantes qu'on a identifiées ensemble, donc satisfaction, business, productivité, image de marque et impact sociétal. Et évidemment, les indicateurs seront les vôtres. Et ce qu'on trouve vraiment très motivant, c'est que ça permet de placer l'UX à un niveau beaucoup plus stratégique qu'il ne l'est peut-être actuellement. Et je suis persuadé que quand vous irez voir un comité de direction en leur expliquant que votre action va avoir de l'effet sur ces 5 dimensions, je ne sais pas si ça vous obtiendra immédiatement une promotion, mais en tout cas, ça créera une vraie discussion et ça remettra le sujet de l'expérience utilisateur à un niveau un peu plus stratégique, un peu plus cœur de business qu'il ne peut l'être parfois. Donc, vraiment, une belle opportunité, je pense, pour faire un peu évoluer les mentalités. Et puis enfin, 3 idées clés dans cette présentation, si vous voulez bien me suivre sur une synthèse pour rassembler un peu toutes nos idées. La performance, c'est un résultat qui est remarquable, qu'il soit chiffré ou non. De par sa nature globale, l'UX va nécessiter d'ajouter aux indicateurs business, on va dire traditionnels, de nouvelles dimensions qu'on vient de voir, je ne vais pas les reciter. Et enfin, on ne vous laisse pas évidemment comme ça dans la nature. On a de nombreux exemples, des benchmarks, des chiffres qui sont disponibles de notre côté, mais on a encore évidemment beaucoup de choses à créer ensemble puisque c'est un champ très nouveau d'investigation. Alors voilà pour la partie présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à des questions que vous auriez. Et pour ça, n'oubliez pas d'activer votre micro ou tout simplement de les poser dans la partie conversation. Alors oui, tout à fait, la présentation sera envoyée. Et du coup, on va peut-être prendre la première question d'Adrien sur le nombre de personnes recommandées pour tester. Donc nous, il y a plusieurs méthodes d'évaluation qu'on va utiliser, notamment les tests utilisateurs, alors à distance ou en présentiel. À distance, on va être sur un échantillon de 30 utilisateurs. Alors, je ne vais pas revenir sur les raisons du pourquoi du comment, parce que c'est relativement long, mais on a écrit plusieurs articles dessus. En gros, c'est le premier échantillon qui permet d'appliquer la loi normale, donc d'avoir une vision à la fois qualitative et un début de quantitatif sur un échantillon. Sur des tests en présentiel, on est sur en général des échantillons plus petits, donc de l'ordre de 6-8 utilisateurs. En fait, la règle, en général, c'est plus on va s'adresser à une population qui est diverse, plus on va essayer d'avoir une taille d'échantillon qui est importante, plus on va s'adresser à une population qui est consistante parce que on est sur du B2B, par exemple, et on s'adresse uniquement à des experts comptables. Donc, on va se rendre compte assez vite qu'ils ont les mêmes problèmes et les mêmes besoins. Plus on va être sur des tailles d'échantillons réduites. Mais si je peux juste me permettre de relancer juste pour préciser, Oui, vous restez sur les 6-7 personnes, vous restez sur du qualitatif ou vous passez en quantitatif? Parce qu'en quantitatif, sur 6 ou 7, on ne peut rien faire. Non, il n'y a pas de quanti. Il n'y a pas de quanti à 7 personnes. Il n'y a pas de... C'est ça, on est d'accord. On est sur des échantillons qui sont beaucoup plus importants, donc au-delà de 100 personnes, parce que c'est à partir de là qu'on peut commencer à faire des tris, etc. Mais voilà, le test utilisateur à distance 30, le présentiel et exploratoire plutôt 6-8. Et tout ça est quali, effectivement. Et vous ne nous entendrez jamais parler de représentativité en dessous, alors généralement pas en dessous de 300 personnes, mais certainement pas en dessous de 100. Vous ne nous entendrez jamais parler de quanti en dessous de 100 personnes. Et si à un moment quelqu'un vous propose de faire un quanti avec 80 personnes, vous êtes en droit de le challenger très très fortement. Statistiquement, ça ne tient pas la route. Je fais une toute petite pause dans les questions parce que naturellement, une partie des gens s'en vont et je voudrais juste poser une petite question avant qu'on termine et puis on reprendra les questions. Donc, si vous voulez bien prendre 1 minute pour répondre à ma question qui est un petit peu orientée business, mais qui permet aussi de savoir, l'idée c'est de savoir qui serait intéressé pour reprendre contact
soit à court terme, soit prochainement, enfin d'ici quelques mois, par exemple, en sortie de crise. L'idée, c'est qu'on se positionne intelligemment aussi par rapport à ce qu'on peut vouloir faire ensemble. Et donc, c'est un gain de temps pour vous, c'est un gain de temps pour nous. Voilà, je prends encore une petite minute, Grégoire, donc j'ai 26 réponses. On est encore 60, on était 80, je crois, au firmament du webinaire. Alors, on se donne encore peut-être trentaine de secondes. C'est une question très simple. Si vous pouvez prendre une minute pour y répondre, enfin une minute, même pas, 10 secondes. Voilà, je vois plus de réponses, donc je pars du principe que tous les gens qui ont pu s'exprimer l'ont fait. Je mets fin au vote. Juste pour intérêt, hein, pour vous, même, je trouve ça rigolo, je partage les résultats. Donc, on a des projets, une petite minorité de projets à court terme, un nombre de projets. Alors, j'interprète par projet, c'est peut-être pas tout à fait justifié, hein, mais d'ici quelques mois, et puis a priori aussi des gens qui se renseignent, qui sont une petite minorité dans les répondants. Alors, on peut prendre quelques questions. Et du coup, je vais prendre les questions dans l'ordre et essayer de faire des réponses très courtes. Donc, la première question de Lorraine sur comment on teste l'accessibilité et l'inclusivité. Alors, la première chose, c'est qu'il y a des règles un peu établies qui existent. Et donc, ça peut faciliter déjà un premier audit d'une expérience. La deuxième chose, ensuite, c'est quelles sont en fait les situations d'accessibilité dans lesquelles l'utilisateur peut se trouver. Si on prend un exemple, par exemple, Google, quand ils testent l'accessibilité, ils vont réfléchir à tous les moments où on va être en situation de handicap. Finalement, on est tous à des moments en situation de handicap. Je prends un exemple. On est sur notre vélo et on a besoin de connaître son chemin. Probablement, on ne va pas pouvoir sortir son téléphone dans la main ou on est en train de faire la cuisine et on a besoin. Donc voilà, il y a tout un tas de situations où finalement, on va tester en situation une expérience pour voir comment elle réagit, comment l'utilisateur espère l'utiliser et comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour aider son usage. Quel outil conseillez-vous pour les tests à distance, Julia? Du coup, le nôtre. Donc, on a une plateforme qui permet de tester à distance des expériences et d'avoir des retours sous forme de capture d'écran et capture vidéo qu'on va analyser ensuite. Un exemple de tableau de bord, ça je regarderai avec Thibaut. David, on pourra peut-être vous envoyer effectivement quelque chose par la suite, parce qu'on a des tableaux internes notamment, mais je ne sais pas exactement ce qu'on peut envoyer ou non. Après, Quand si je on peux parle compléter, dans la toute première version de cette présentation, on avait donné des exemples justement chiffrés. C'est-à-dire qu'on avait ce même tableau de bord avec à chaque fois un indicateur, un chiffre, quelque chose de très simple. Et en fait, on en est quand même arrivé à la conclusion que c'était plus confus qu'autre chose, puisque en fait, ces indicateurs, ils vont être vraiment personnalisés en fonction de votre activité et de vos besoins. Mais voilà, on va retrouver par exemple plus 25% comme benchmark de satisfaction utilisateur, etc., sur chacun des indicateurs. Et alors, dernière question d'Eloy, quand on parle de performance, quel rôle joue l'optimisation? Un rôle clé, évidemment, à partir du moment où on a choisi une direction qui est claire suite aux premières recherches en général qu'on a fait. Donc, effectivement, l'optimisation des expériences en continu va permettre d'améliorer la performance sous les différents champs d'évaluation dont on a parlé. Maintenant, il faut faire attention aussi à ne pas se laisser piéger finalement par l'optimisation et à oublier le reste parce que parfois optimiser un champ d'évaluation ne va pas nécessairement nous aider à optimiser un autre. Et donc, c'est aussi sur cet équilibre et cette vision un peu plus globale et stratégique, nous, on pense qu'il faut progresser parce qu'aujourd'hui, on a tendance parfois à avoir des organisations qui sont aussi très silotées et finalement, donc à la fin, des expériences qui en pâtissent parce qu'elles ne sont pas évaluées de manière suffisamment globale. Oui.
Je pense que ça peut être le mot de la fin. Effectivement, l'UX, c'est un des acteurs qui va permettre d'enlever ces silos et c'est en ça, je pense qu'il va beaucoup plaire aux des différentes directions qui vous pourrez en parler, en tout cas au top management. Voilà, merci beaucoup de votre participation. C'est maintenant presque la fin. On a une dernière question, donc c'est presque la fin. Si tu veux prendre la dernière question, Grégoire, et puis après, on vous souhaitera une très très belle journée. Quels seraient les critères de performance UX pour tester les impacts RSE, exemple produit tech pour les seniors? C'est une excellente question. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Il faut se poser la question finalement de quels sont les objectifs et quels sont les problèmes auxquels on essaie de répondre pour ces seniors pour arriver à avoir une évaluation de la performance du produit qui correspond à ces objectifs premiers. Voilà, je pense que justement, si on peut conclure là-dessus aussi, le point finalement, au-delà des 5 champs d'évaluation qu'on a donnés, c'est de réfléchir finalement qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vous, votre produit, votre service et comment vous pouvez créer ce tableau de bord qui va vous permettre, selon vos objectifs, de mesurer ces différents éléments. Et pour ça, évidemment, on est aussi là pour vous aider, c'est-à-dire que la recherche utilisateur, ce n'est pas uniquement la partie étude, c'est aussi vous conseiller sur l'organisation, la mise en place d'un pilotage, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à nous recontacter là-dessus. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On vous remercie encore une fois d'avoir participé aussi nombreux et aussi impliqués à ce webinaire. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt, merci. Passez une bonne journée.